ce projet de fou du vivre ensemble, en fait, il y a le projet socio-économique du vivre ensemble, qui en général fonctionne plus ou moins. Comment faire vivre ensemble des gens plus riches et d'autres plus pauvres, avec des milliers de teintes dans les extrêmes? J'ai fait une recherche, non, pas vrai. Mais je sais quand même quelque chose. J'ai une sorte d'intuition que je vais essayer de vous dire, pas simplement du tout, mais vous allez comprendre. S'il y a une chose qui caractérise l'égalité au point de vue économique, c'est son inégalité foncière. Les biens et les services sont équitablement répartis de manière radicalement inéquitable. Dans un contexte d'affrontement, toujours possible. Vous voyez, vous comprenez. L'égalité est foncièrement inégalitaire dans tous les pays du monde, certains plus que d'autres, dans certains points du monde, et depuis pas mal longtemps. Pas mal longtemps. Oh, j'entends une voix. Tout ce que t'as, je l'ai pas. Tout ce que j'ai, tu l'as pas. Tout ce que t'as, je l'ai pas. Et tout ce que j'ai, tu l'auras pas. Bien relâché. Tout ce que t'es, je ne sais pas. Tout ce que je suis, tu le vois pas. Tout ce que t'es, je le vois pas. Et ce que je vois, c'est ce que t'as, que t'as, que t'as. Le problème, c'est d'apprendre à voir la différence entre le que t'as et le que t'es. La question est la suivante. Allons-nous fonder un vivre ensemble uniquement sur le que t'as ou sur le que t'as pas? Ou bien faudra-t-il le fonder aussi sur le que t'es? De toute façon, le problème du que t'as, c'est que quoi que t'as, tu vas toujours penser au que t'as pas. Et si t'as beaucoup de que t'as, tu vas avoir le sentiment que t'as pas assez et qu'il te manque du que t'as. Il y aura toujours un que t'as pas et que tu voudrais avoir. Ton tas de que t'as ne sera jamais assez gros, car il y a tellement de que t'as à avoir. On fait j'annonce tous les que t'as pas, et qui te disent que tu devrais les avoir pour être heureux. Aïe, aïe, aïe. Sinon, il faut renoncer au bonheur, si on les croit. Mais est-ce que ton que t'es sera étiqueté à partir de ton que t'as? Tout le monde est en quête de son que t'es. Mais la vie fait que le que t'as mobilise beaucoup d'énergie. Que t'as. Et des fois, que t'as pas. Peut-on fonder un vivre ensemble uniquement sur le que t'as? Voilà un autre projet de recherche. Il faudra demander une subvention de que t'as. Que t'auras pas. Si, on pourrait parler longtemps de la question économique. Il faut dire que ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Puis, il y a un certain temps, j'aurais voulu changer le monde rapidement même. Ah, tu sais, quand on est jeune, on pense qu'on peut changer le monde rapidement et facilement, mais on sait que ça ne fonctionne pas si facilement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il faut garder, moi, par rapport à ces questions-là, comme je vous disais tantôt, la foi, la confiance, croire en l'humanité malgré tout, croire qu'il y a encore quelque chose à faire. Pourquoi que je crois qu'il y a encore quelque chose à faire? Parce qu'il y en a beaucoup qui font des choses actuellement. Et puis bon, mais comme j'avais beaucoup de temps durant la pandémie, j'ai lu un livre, un certain économiste,
ça dans ma vie. Tu sais, quand tu es professeur d'université, puis que tu n'as rien à faire, mais tu lis des livres. C'est jamais arrivé que j'avais rien à faire quand j'étais professeur d'université. J'avais pas trop le temps de lire quand j'étais professeur d'université. Mais maintenant, j'ai le temps. J'ai le temps. Alors, j'ai lu 2 livres d'un certain Piketty. Ça, c'est un économiste français, Thomas Piketty. Il est passé à la télévision de temps en temps, mais si on ne suit pas ça, il passe tellement de choses à la télévision. Il a écrit 2 livres. Puis son thème, c'est sur les inégalités. Hein? Alors, un de ses premiers thèmes, c'est de cibler des lieux pour montrer comment c'est inégal dans tel dans des grands pays que lui connaissait plus. Après ça, on lui a dit, mais tu devrais aller voir dans d'autres pays où c'est encore plus inégal que ça. Là, il est allé. Puis il a aussi écrit pour dire, on peut faire quelque chose. Parce qu'il y a des choses qui se font et qui se sont faites. Et puis, vous savez quoi? Une des choses, moi, j'en revenais pas, là. Un des endroits où il y a une des grandes choses qui se sont faites pour contrer les inégalités, ça s'est fait dans des périodes particulièrement intenses aux États-Unis, puis au Royaume-Uni. Ouais, on ne croirait pas que ça se fait là, hein? Où ils ont réussi, parce qu'après la Première Guerre mondiale, le pays était dans la dèche, il avait dépensé beaucoup. Et puis, les responsables ont dit aux plus riches, si vous ne nous aidez pas, on va sombrer. Vous allez sombrer avec nous autres. Alors, ils ont réussi à convaincre les plus riches à payer plus d'impôts. C'est une question actuelle, hein? Puis, ça s'est fait. Et, à une certaine époque, aux États-Unis, les plus riches payaient 90% d'impôts. Aux États-Unis. Là, après ça, en 1980, quand Reagan est arrivé, il a replacé ça. Là, puis au Royaume-Uni, c'était pareil à la même époque. Quand tu dis que c'est possible, là, puis après ça, il parlait d'autres pays, comme en Suède, qui était un pays très inégal, puis qui ont travaillé. C'est possible. Moi, c'est ça que je retiens sur ça, sur les grandes questions, sur le vivre ensemble, en fait. Puis, on peut être sûr d'une chose. Si on ne règle pas un peu les questions d'inégalité, la paix ne la guerre, derrière la guerre, il y a toujours des questions économiques mal résolues. Ça, c'est sûr. Alors, c'est la justice, c'est la question de la justice qui est en jeu. Puis la justice, c'est pas simple. C'est quoi la justice? On est pratiquement, le jeune enfant, une des premières choses qu'il va dire, c'est pas juste. Il a vu ça dessus, mais c'est pas juste. Hein? Bon, il a vu ça à partir de... Puis souvent, ce qui serait juste, c'est que tout soit juste pour lui. Ça, c'est un enfant. Mais en même temps, on est sensible à ça, la justice. Hein? Toutes les personnes sont sensibles à ça. Et puis nous autres, on a dû dire ça à un moment donné. C'est pas juste. C'est pas juste. Alors, le projet de société qu'on peut faire chacun d'entre nous, c'est faire en sorte, comment faire en sorte pour que ça ne soit pas juste pour moi, juste pour toi, mais juste pour tout le monde. Puis là, ben moi, je n'ai pas trouvé d'autre façon que d'écrire une chanson qui nous stimule à faire ça juste pour tout le monde. Tu sais, Jean-Pierre Ferland avait dit, si on s'y mettait, mais dans ces choses-là, si on faisait ça, juste pour tout le monde. Puis, une chose que j'ai découvert aussi, si on veut vraiment faire la justice, il ne faut pas oublier l'amour à l'horizon. Si tu n'aimes pas un peu les gens pour qui tu veux que ce soit juste, tu ne seras jamais vraiment juste. Parce qu'ils n'ont pas rien que besoin de justice, les gens qui ont besoin de justice. Ils ont besoin de l'amour qui accompagne la justice. Alors, ça donne ça comme chanson. Puis on peut le chanter ensemble, à un moment donné, on va prendre le refrain. Si on faisait ça, c'est trop. Si on faisait ça, juste pour tout le monde aimerait que ce soit comme ça. Si on faisait ça, juste pour tout le monde aimerait que ce soit comme ça. On a fait-tu? Si on faisait ça, juste pour tout le monde aimerait que ce soit comme ça.
Si on faisait ça, juste pour tout le monde aimerait que ce soit juste comme ça, juste pour le voir, juste pour y croire, juste pour un soir, juste pour y voir, juste pour revoir ce qui nous fait croire, juste un autre soir, heureux. Si on faisait ça, juste pour tout le monde aimerait que ce soit comme ça. Si on faisait ça, juste pour tout le monde aimerait que ce soit juste comme ça. Juste une semaine, juste pour la peine, juste contre les chaînes qui nous enchaînent, juste pour ta peine, une autre semaine, juste un poème, et que tu m'aimes. Si on faisait ça, juste pour tout le monde aimerait que ce soit comme ça. Si on faisait ça, juste pour tout le monde aimerait que ce soit juste comme ça. Juste un instant qui dit toujours, juste en passant, juste au détour, juste un instant comme un grand jour, juste le temps de nos amours. Si on faisait ça juste pour tout le monde aimerait que ce soit comme ça. Si on faisait ça juste pour tout le monde aimerait que ce soit juste comme Merci mon orchestre. Je vous raconte maintenant, c'est un peu dans la même ligne, une suite, la légende des veaux. La légende des veaux, il y a une partie qui est une légende, et après ça, c'est l'histoire d'une jeune femme que j'ai vraiment rencontrée et qui parle de ce qui vaut. Alors, la légende des veaux, c'est la légende des veaux parce que de répondre à la question, qu'est-ce qui est vachement important dans la vie? Un jour, je rencontre un homme d'affaires quelconque, comme nous en sommes tous, plus ou moins, chacun à notre façon. Et je lui demande, qu'est-ce que tu vaux? Il répond, absolument 2 millions. Je ne t'ai pas demandé combien tu vaux, mais qu'est-ce que tu vaux? Alors, qu'est-ce que tu vaux? Il dit 2 millions. Et si tu perdais tes 2 millions, qu'est-ce que tu voudrais? Rien. Je ne voudrais plus rien, j'aurais tout perdu. Alors moi, un peu bête, j'ai dit, t'as bien raison. Si c'est comme ça, tu ne vaux pas très cher. Puis là, j'aurais pas dû dire ça parce que même lui, avec ses 2 millions ou sans ses 2 millions, il donnait quelque chose. Mais il n'en était pas conscient de ce qu'il valait en dehors de ces 2 millions. Même si on n'est pas conscient de ce qu'on vaut, on vaut pareil. Est-ce qu'on vaut plus quand on a plus? Est-ce qu'on vaut plus quand on a moins? Qui vaut plus et pourquoi? C'est le grand débat dans notre monde vachement compétitif. Mon veau est plus gros que le tien. Je vaux, tu vaux, il vaut plus ou moins. C'est de valeur de valoir comme ça. C'est vachement de valeur qu'on évalue les veaux comme ça. Que vaut mon veau? Il vaut plus, il vaut moins, plus que moins, moins que toi. Un jour, c'est vrai, chez moi, j'ai rencontré Judith. Ça fait plusieurs années, elle est toujours là, très présente. Elle est venue me voir parce que Hélène, une Hélène
Ma compagne s'appelle Hélène, notre voisine s'appelle Hélène aussi, et s'occupe de jeunes qu'on appelle handicapés, intellectuels, physiques. Elle s'en occupait ce jour-là, puis à un moment donné, Hélène cogne à la porte, elle dit, Jean-Marc, je dois sortir, est-ce que je peux? Est-ce qu'Hélène, Judith peut venir chez toi pendant un certain temps et que tu t'en occupes? Je dis, bien sûr. Judith, à ce moment-là, elle avait 26 ans, une jeune femme. Elle souffrait, je ne sais pas si c'est souffert ou quelque chose, de ce qu'on appelle le syndrome du rire. Ça existe. Elle rit, pour rien, pour tout, elle rit. C'est mieux pleurer, finalement, mais elle avait ça. Et puis, elle avait un autre attrait, le piano. Alors, moi, je me rappellerai toujours, je suis dans la cuisine, Judith est dans le salon, et puis tout à coup, on avait un piano dans le salon. Tout à coup, j'entends le piano qui... Puis j'entends rire. Et ça fait toute une musique. Puis là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à Mozart. Elle ne jouait pas du Mozart. Elle jouait du Judith. Une musique unique, à sa façon. Je pourrais comparer la musique de Mozart à celle de Judith. Et la très grande majorité des experts pourraient s'entendre à reconnaître une plus grande valeur à celle de Mozart. Mais je me suis demandé, par rapport à ce qui vaut le plus? Mozart ou Judith? Le monde raisonnable, le monde qui sait évaluer ce qui vaut, dirait sûrement, eh bien, Mozart. Mais le défaut de ce genre de comparaison, c'est de comparer les incomparables. Quand les vaches se mettent à comparer leurs veaux, mon veau est plus gros que le tien, mon veau est plus beau que le tien, on n'est pas loin d'adorer le veau d'or. Mozart est incomparable, Judith est incomparable. À Judith, je dédie la chanson des veaux. Tu ne vaux pas cher, parce que blessé dedans ta chair, si le monde oublie ce qui vaut cher, dedans mon cœur, tu es très cher. Tu vaux infiniment. Tu vaux infiniment. Quand le monde est mis à l'enchère, on achète tout ce qui vaut cher, mais dans le cœur de mon enchère, compte plus que tout, ta faible chair. Tu vaux infiniment. Tu vaux infiniment. Et dans mon monde, tu vaux très cher, belle est la blessure de ta chair. Oui, dans mon cœur, tu vaux très cher, par toi le monde vaut plus cher. Par toi le monde vaut mieux que cher. Tu vaux infiniment. Tu vaux infiniment. Et à toi, Judith. Âge de rire, et tes yeux de sourire, ça vaut de l'art, ça vaut tous les veaux d'or. Ton visage de rire, et tes yeux de sourire, montrent la face cachée de Mozart. Ton visage de rire et tes yeux de sourire, c'est la face cachée de Mozart. Tu vaux infiniment. Tu vaux infiniment.
Maintenant, je vais vous raconter une histoire réelle aussi. La petite fille qui voulait savoir si Dieu existe. Un jour, j'ai rencontré au téléphone une petite fille de 7 ans qui voulait savoir si Dieu existe. C'était le contexte de 275 Allo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une émission où les enfants posaient des questions au téléphone. Et puis j'avais été demandé, comme un soi-disant spécialiste de la religion, qui allait répondre un vendredi saint aux questions des enfants. Si vous saviez toutes les questions qu'ils m'ont posées, puis on sentait derrière les questions des enfants que les parents en réalisé, posé dans cette question-là pour l'embêter. Ils ont réussi. Mais c'est pas ça qui est important pour notre histoire, c'est que l'émission était limitée. Puis à la fin de l'émission, le réalisateur vient me voir et me dit, il y a une petite fille de 7 ans qui est au téléphone, puis qui n'a pas eu le temps de poser ses questions. Accepteriez-vous de lui parler? Ben, j'ai dit bien sûr. Et puis là, on me pose une première question. La première question, ça me dit, il y en a qui disent que Jésus n'a jamais existé. Mais alors, pourquoi qu'on en parle tant? Alors, j'ai répondu. Je me rappelle plus ce que j'ai répondu. J'ai dit, t'as-tu une autre question? Ah, elle dit, ah oui, j'ai une autre question. Je me rappellerai toujours de ça parce que je sentais que c'était ça la question importante qu'elle voulait poser. Puis là, je l'entends au téléphone dire, mais quand est-ce qu'on va vraiment le savoir si Dieu existe? Puis je sentais dans son vraiment le savoir qu'elle aurait le goût que Dieu existe. Mais quand est-ce qu'on va vraiment le savoir? Puis, à 7 ans, il me semble, on a l'âge de raison, on devrait savoir ça. Puis là, je ne sais pas trop ce que je lui ai répondu, parce que je trouvais déjà sa question belle. Puis là, je me disais, hey, si j'étais Dieu, j'ai toujours des même, mais n'ayez pas peur. Je ne me prends pas du tout pour ça. Si j'étais Dieu, puis j'entendais une petite fille qui veut savoir vraiment si j'existe, je me dépêcherais d'exister au plus sacré. On peut dire ça, le Dieu, au plus sacré. En tout cas, je me dépêcherais d'exister. Il me semble que ça vaut la peine. Il y en a au moins une qui a le goût que j'existe. Je sais qu'il y en a d'autres, là. Alors, j'y ai composé une chanson. C'est pas la seule chose que je sais faire. Et puis, ça donne à peu près ceci. Quand est-ce qu'on va le savoir si Dieu existe? Quand est-ce qu'on va le savoir si Dieu existe? Quand est-ce qu'on va le savoir si Dieu existe? Quand est-ce qu'on va vraiment le savoir si Dieu existe? Vraiment? Ben, on le saura peut-être si on aime. On le saura peut-être si on aime. On le saura peut-être si on aime. On le saura si on aime vraiment. Mais quand est-ce qu'on va le savoir si on aime? Quand est-ce qu'on va vraiment le savoir si on aime? Quand est-ce qu'on va le savoir si on aime? Quand est-ce qu'on va vraiment le savoir si on aime vraiment? Ben, on le saura peut-être si Dieu existe. On le saura peut-être. Non, 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 non. On appelle ça le cercle vertueux de Dieu et de l'amour. Clin d'œil à Romy. Romy, c'est ma petite fille, notre petite fille, qui va avoir bientôt 7 ans. Parce que quand elle est enfant, elle va dire, mon Dieu, j'en ai une petite fille de 7 ans. Elle ne me pose pas beaucoup de questions sur la religion, mais elle me pose beaucoup de questions sur la chose. Et puis, mais, comme quand le premier petit-fils est arrivé il y a 15 ans, et puis elle, après, j'ai eu le sentiment que ma vie était changée pour toujours. C'est drôle le sentiment. J'avais dit ça à mon fils quand il m'avait annoncé au téléphone que son fils était né. J'ai dit, il me semble que le monde ne sera plus jamais pareil. Et c'était vrai. Et quand Romy est venu au monde, il y a 6 ans et quelques, il dit, le monde ne sera plus jamais pareil. Et c'est vrai. En tout cas, pour un grand-père, c'est vrai. J'imagine que pour d'autres, c'est vrai aussi.
Alors, j'ai composé une chanson berceuse, le jour de sa naissance. Quand Romy vient au monde, le monde est plus grand. Quand Romy vient au monde, le monde est plus beau. Le monde est plus grand, le monde est plus beau. Le monde est plus grand, le monde est plus beau. Ré, mi, fa, do, do, ré, mi, fa, do. Puis j'essayais de jouer avec les ré, mi, fa, do, do, mais c'est pas toujours simple avec les notes. Mais ce que je sais, c'est que notre fille, Lisanne, la mère de Romy, lui a chanté ça pendant des années. Fait que quand je lui chantais ça, Romy, c'était sa chanson, elle l'avait entendue une première fois. Alors c'est resté quelque chose de bien important. Mais c'est vrai que le monde est plus beau, et que le monde est plus beau. Quand un enfant vient au monde, c'est pas toujours vrai dans certaines circonstances. Des fois, c'est triste pour toutes sortes de raisons, mais c'est, mon Dieu, une chance qu'il y a des enfants qui viennent encore au monde. Il y en a qui disent, on devrait arrêter ça parce que la planète est plus capable de le faire. Ça me choque. Donc, les enfants qui vont être là, ils trouveront une façon de régler les problèmes de la planète. Je ne dis pas que c'est simple, là. C'est trop facile.